Après l'accord de Lusaka, après l'accord de Cascade, l'accord global et inclusif et tous ces arrangements, la RDC sera-t-elle éternellement arbre sous lequel palabrer sans aucune réelle solution? Face à face spécial, je reçois ce lundi 24 mars après le journal de 19h, Guillaume Nguefa, ancien diplomate onusien, spécialiste des discussions de haut niveau concernant les processus de paix. Rediffusion ce mardi 25 mars après le journal de minuit, après le journal de 7h. Notre invité du jour est diplomate onusien. Il est d'origine congolaise. Son nom, Guillaume Nguefa Atondoko Andali. Il est ancien haut fonctionnaire des droits de l'homme des Nations Unies. Monsieur Guillaume Nguefa, bonjour. Bonjour. Alors, pour parler de vous, c'est vrai que la dernière fois que je vous ai interviewé, c'était il y a 30 ans, 1995. Je dois dire de vous que vous êtes fondateur de l'Azado, des années anti-Mobutu. À l'époque, Azado, avant de devenir Azado, Association de défense des droits de l'homme, quand on est passé du Congo. Vous êtes ancien responsable de la branche de l'examen périodique universel au Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève, de l'ONU, là où récemment le Congo s'est présenté. On l'a d'ailleurs diffusé ça en direct. Vous avez été aussi directeur pays de l'ONU pour les droits de l'homme, notamment au Mali, où ça ne s'est pas forcément bien terminé, en Côte d'Ivoire et en Guinée-Bissau. En Côte d'Ivoire, je dois souligner, pendant la période Laurent Gbagbo. On y reviendra. Vous êtes spécialiste des discussions de haut niveau concernant les processus de paix, la protection des droits de l'homme, le droit international et la gouvernance en Afrique. Pour nous, vous recevoir était très intéressant à double titre. Hier ou ce matin, le président angolais a remis sa veste au processus de Luanda, mais aussi puisque vous êtes un spécialiste des grandes négociations, après l'accord de Lusaka, après le dialogue intercongolais, après l'accord de Cascade, l'accord global et inclusif, la constitution actuelle qui était supposée avoir tout réglé. On se retrouve aujourd'hui, en 2025, plus de 20 ans plus tard, à toujours reparler des mêmes problèmes. Je vous épargne de tout ce qui est CNDP, M23 et autres. Aujourd'hui, monsieur Guillaume Nguefa, je voudrais d'abord qu'on commence par parler de votre spécialité, qui est les droits de l'homme. Droits de l'homme qui, selon la définition, est droit universel. L'homme tous les hommes naissent égaux, ils peuvent faire valoir de leurs droits autant que chaque autre homme. Où en est le monde, selon vous? D'abord, merci de me recevoir 30 ans après. Je me rappelle à l'époque, vous étiez responsable de la radio Panique à Bruxelles. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu notre premier contact. Et ça, c'est important et c'est sur le plan historique. C'est important de le rappeler. Et je me réjouis aujourd'hui d'être en face de vous. Les questions des droits de l'homme, je pense que ce sont des questions permanentes dans notre vie quotidienne, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant que responsable. Je parle là des gens qui gouvernent et c'est important. Parler des droits de l'homme aujourd'hui, c'est plus parler des engagements des États à vouloir promouvoir les droits de l'homme, protéger les droits de l'homme, mais en même temps aussi prendre mesures pour faire en sorte que les droits fondamentaux, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, puissent être promus et que cela bénéficie à l'ensemble de la population. Mais cependant, aujourd'hui, le monde traverse des situations très, très difficiles. Vous savez qu'aujourd'hui, on a à peu près une 59 conflits dans le monde qui ont été enregistrés. Et ensuite, parmi ces 59 conflits, 28 à peu près, on les retrouve en Afrique. Et quand on parle de conflits, bien sûr, on parle de violations graves des droits de l'homme, des droits internationaux humanitaires, on parle des crimes de masse, on parle des allégations des génocides. Et tout ça, je pense que ces violations systématiques, continues, peuvent être considérées comme des menaces à la paix et à la sécurité internationale. Malheureusement, aujourd'hui, la géopolitique fait que des questions
des droits de l'homme sont maintenant challenged, comme on dit. Les défis importants, c'est un peu cette géopolitisation des questions de droits de l'homme. Même si cela est une question très, très, très fondamentale, mais cependant, tous les conflits, toutes les guerres se terminent par des accords. Et je pense que c'est ça qui fera l'objet de notre entretien. Et ces accords ne peuvent prospérer, ne peuvent arriver, conduire à une paix durable seulement si c'est basé sur le respect des droits de l'homme. Malheureusement, certains de ces conflits, de ces accords essayent, parce que les parties belligérantes souvent sont responsables de crimes imprescriptibles. Et dans ces cas-là, ils ne veulent pas toujours que les questions de droits de l'homme soient contenues dans les accords. D'où la question, est-ce qu'il est possible de résoudre un problème où le plus fort a violé des droits de l'homme et devrait donc se retrouver devant, à un moment ou à un autre, puisqu'ils sont faits imprescriptibles, crimes imprescriptibles, est-ce que tous ces accords sont viables, puisqu'ils ne doivent reposer que sur la protection de celui qui est l'homme fort au moment où ils sont conclus? Bon, ça dépend malheureusement aujourd'hui. Dans le monde, on voit que c'est la loi de la force qui prime. Mais la loi de la force n'exclut pas le respect des droits de l'homme. Et vous avez vu que dans certaines situations, les dirigeants ont fait l'objet des mandats d'arrêt internationaux parce qu'on considère que ces dirigeants ont été responsables des crimes imprescriptibles, ce qui est très important. On va mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que la justice internationale, tout comme nationale, si elle est crédible, elle marche doucement, mais elle aboutit toujours à condamner les personnes qui sont responsables de ces crimes odieux. Si elle est crédible. Quand elle est crédible. Quand elle est crédible, en tout cas, la justice, lorsqu'elle n'est pas phagocytée par ceux qui sont au pouvoir, lorsque la justice n'est pas instrumentalisée, et là, ça pose un problème. Mais lorsqu'il s'agit des crimes imprescriptibles, ces crimes-là peuvent être jugés à n'importe quel moment. Mais la justice n'est justice que si elle s'applique de la même manière à tout le monde. Il y a la justice des forts, et je ne parle pas ou je ne fais pas que la différence entre les pays africains et les autres. Et il y a la justice des faibles. La justice des forts, c'est ces pays qui agit en fonction des pays. Les États-Unis ont commis aussi certains crimes, ne seront jamais jugés. Et l'Afrique se voit souvent, on l'a vu avec Laurent Gbagbo, vous étiez en Côte d'Ivoire, montré du doigt, inculpé, emprisonné, pour à la fin se retrouver libéré, la justice n'ayant servi que la politique. Oui, bien sûr qu'il y a les tendances qui consistent à politiser la justice, à instrumentaliser la justice, mais ça n'enlève en rien la réponse judiciaire. Mais vous savez bien que lorsqu'il s'agit des conflits, il y a des réponses judiciaires, il y a aussi des réponses non judiciaires. C'est pour cette raison-là que lorsqu'on essaye de donner des réponses appropriées, on essaie de promouvoir à la fois des mécanismes juridictionnels et des mécanismes non juridictionnels. C'est ça, l'ensemble de ça, c'est ce qui a amené les Nations Unies à promouvoir ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Parce que la réponse judiciaire peut ne pas suffire à conduire à la réconciliation. C'est pourquoi ces mécanismes, on a des commissions justice, vérité, réconciliation qui sont là aussi pour donner une réponse. Parce qu'après tout, l'objectif de la justice, c'est la paix, c'est la tranquillité. Et si la justice telle qu'elle est rendue ne couvre pas toutes les autres questions, je pense que la réconciliation, les commissions justice, vérité, réconciliation peuvent aboutir à le faire. Mais dans l'ensemble, que ce soit les mécanismes juridictionnels, tout comme les mécanismes non juridictionnels, ce qui est plus important, c'est l'articulation de ces mécanismes pour que la réponse judiciaire puisse être complétée par la réponse non judiciaire à travers les mécanismes de réconciliation au niveau de la base. Il faut que les cœurs soient apaisés
pour que, même si la justice est rendue, il ne faudra pas que les gens reprennent les machettes, par exemple, dans le village, commencent à s'entretuer, etc. Voilà à peu près ce que je peux dire à ces points. Il faut préciser que les droits de l'homme, ce n'est pas que ces guerres, c'est des droits qui sont plus fondamentaux, un concept incompatible avec les systèmes et les régimes fondés sur la supériorité en dignité d'un quelconque groupe social ou individu. Alors, 59 conflits, vous dites, 28 sur le continent, près de la moitié. On serait censé de dire qu'il y a plus de conflits là où les systèmes sont moins démocratiques, mais ce n'est pas forcément vrai en termes de respect des droits de l'homme. Est-ce que l'exemple de respect à géométrie variable des pays qui sont considérés comme plus soucieux des droits de l'homme, qui ferment les yeux quand ça les arrange, n'est pas un mauvais exemple pour les pays qui ont moins envie de les respecter? Est-ce que ce n'est pas le risque aujourd'hui du monde? Est-ce que ce n'est pas le risque que court le monde aujourd'hui de voir certains pays développés faire fi des droits de l'homme, notamment sur le continent, où certains pays où il n'y a pas la démocratie sont donnés en exemple sur ceux où il y en a plus? Le respect des droits de l'homme fait partie des engagements pris par un État. Et il est une obligation pour l'État de les respecter et de les mettre en œuvre. Maintenant, au niveau international, bien sûr, ces conventions, ces textes juridiques internationaux ont prévu des mécanismes de suivi. Et vous avez participé récemment, j'étais encore responsable de l'examen périodique universel. Vous avez vu qu'il y a eu le passage de la République démocratique du Congo devant l'examen périodique universel. Donc, ça, c'est un des exemples où l'État congolais est venu dire au monde entier comment il a mis en œuvre ses obligations internationales en matière de droits de l'homme et quels sont les domaines d'amélioration ou de développement ou des domaines qui méritent un soutien, une solidarité internationale par la voie de la coopération internationale, etc. Et vous savez que lorsque dans cet exercice est mené, on peut demander au commissariat aux droits de l'homme, bien sûr à la demande de l'État, d'assister, de se mettre à la disposition d'un État pour l'aider à promouvoir, à respecter et surtout à mener des programmes pour renforcer les domaines que nous considérons comme qui méritent un développement, un soutien. En République démocratique du Congo, ça va mieux les droits de l'homme ou pas d'évolution ces 10-20 dernières années? Bon, je pense que le Congo, depuis 30 ans, est confronté à une série de conflits cycliques qui ont conduit à non pas seulement des violations graves des droits de l'homme, mais aussi au déplacement forcé des populations, mais en même temps aussi à l'effondrement, disons, de l'administration au niveau local, et au règne, bien sûr, des groupes armés, etc. Donc, c'est des seigneurs de guerre. Donc, ça, c'est effectivement un défi. Et c'est pour cette raison-là que j'aimerais vraiment que nous puissions revenir sur ça. Vous avez noté qu'il y a eu énormément d'accords de paix, entre guillemets, qui ont été effectivement signés. Je passais en revue ces différents accords de paix. La réponse de ces différents accords de paix a toujours été une réponse sécuritaire, militaire. C'est-à-dire que cesser le feu, la fin de la belligérance, et bien sûr sur le plan politique, donc le partage, bien sûr, le pouvoir du pouvoir. Mais les questions légales, les questions de l'impunité, la gouvernance, surtout la bonne gouvernance, n'ont jamais été mis dans ces accords-là, ce qui fait que ce sont les mêmes personnes. Et je ne cite pas ici, ce n'est pas mon devoir de citer les noms de personnes. Les mêmes personnes qui ont été sanctionnées depuis 1990, on le voit être sanctionnées dans les différents conflits que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Si vous lisez seulement
les récentes sanctions prises par le Conseil de sécurité, ou bien d'autres sanctions prises par les États sur le plan bilatéral, vous verrez que c'est les mêmes personnes. Donc la question de l'impunité est là. Je pense que le plus grand défi que nous avons dans notre pays, c'est que nous avons promu une culture de l'impunité. D'irresponsabilité. Qui fait que ces gens reviennent tout le temps par la voie des armes, ils négocient, ils occupent des postes politiques et on essaie maintenant de mettre la justice entre parenthèses pour pouvoir la paix. Mais la justice qui vient après un accord politique ne signifie pas l'impunité. Donc, il est important que l'État puisse faire le profilage de ces personnes, ce qu'on appelle le profiling de toutes ces personnes-là, pour que les personnes qui ont été reconnues responsables des graves violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires ne puissent pas se retrouver dans les positions de responsabilité, parce que ça devient une sorte de prime au crime. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'il y a eu ça dans des pays, je crois Sierra Leone, certainement en Afrique du Sud, au Congo, il n'y a jamais eu notamment l'instauration d'une commission justice, vérité, réconciliation. Pourtant, c'était prévu. Oui, c'était prévu. C'est ce que je dis. Ça, c'est l'histoire de notre pays. Les différents accords se sont focalisés à une réponse militaire et politique. Uniquement. Oui. Et les domaines, par exemple, de la réconciliation, de la justice, n'ont jamais prospéré ou bien ont fait l'objet d'une négligence. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que... Ce sont les seigneurs de guerre. Ce sont les seigneurs de guerre qui devaient se retrouver. Et je me rappelle que lorsque je suivais un peu ce qui se passait dans notre pays, le Congo, je disais que, bon, au nom de la paix, il faudra absolument que nous puissions mettre la justice entre parenthèses. Et ma réponse a toujours été que une paix qui n'est pas basée sur le respect des droits de l'homme, c'est une paix fragile. C'est pour cette raison-là que vous avez le processus d'une paix durable dans notre pays est insaisissable, tout simplement. Insaisissable. De ce seul fait. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui juger ceux de 2025 sans juger ceux de 2012, de 2009, de 1998, de 1996 et d'avant? Est-ce que la justice... Je parle des faits qui ne sont pas prescrits. Est-ce que la justice peut, pour des faits identiques, juger ceux d'une période et pas ceux d'une autre? Non, je pense que la stratégie des menus à la carte, vous savez, quand vous allez dans un restaurant, on vous donne un menu, vous choisissez, je vais prendre de la salade ou autre chose, etc. La justice n'est pas un exercice des menus à la carte, surtout lorsqu'il s'agit des crimes. Donc, c'est l'application de la loi de façon non discriminatoire et de façon égalitaire. Surtout lorsqu'il s'agit de crimes, on ne peut pas avoir une paix durable lorsque une justice est phagocytée, instrumentalisée par des gens qui sont au pouvoir, et on essaie maintenant de la politiser en jugeant seulement un seul cas. Et les exemples sont légion. Chaque fois qu'un gouvernement a pris une approche discriminatoire pour de besoins, des stratégies politiques, pour juger seulement ses adversaires, ça a toujours créé, ça a fragilisé la paix. Dans les cas d'espèce, je pense qu'on parle, je l'ai dit et j'insiste, qu'il s'agit de crimes imprescriptibles. On peut le juger, on peut ne pas le juger aujourd'hui. Même ceux qui viendront après nous, ils peuvent le juger. L'essentiel que ces personnes-là, s'ils ne sont pas décédés, puissent être tenues responsables et répondre de leurs actes. Et si elles sont au pouvoir, rester au pouvoir? Bon, ça dépend, parce qu'il y a aussi la justice internationale. Oui, mais cette justice internationale, on la voit maintenant. Elle ne juge qu'à de rares exceptions. Je veux parler du dossier que vous connaissez bien. Elle ne juge qu'à de rares exceptions les chefs d'État au pouvoir. Je pense que l'objectif de la justice internationale était d'abord de donner des leçons pour l'avenir. Vous savez, la responsabilité d'un président de la République, d'un Premier ministre qui a l'armée, qui a les forces de sécurité, qui a l'impérium du pouvoir,
est beaucoup plus élevé qu'un simple responsable. Donc, il fallait absolument qu'on puisse donner l'exemple. Et c'est pourquoi on met l'accent sur les responsables et les responsables au niveau du commandement. C'est ce qu'on appelle en anglais « command responsibility ». Ça, c'est aussi ce qu'il faut éventuellement faire. Mais on a vu deux chefs d'État en Afrique qui étaient des chefs d'État. Et une fois qu'ils n'étaient plus au pouvoir, ils ont été jugés, le cas de Charles Taylor. Donc, je pense que moi, je ne me décourage pas. Je me dis que c'est un problème des temps. La justice a son temps aussi pour juger. Aujourd'hui, les rapports de force peuvent changer et le lendemain, on peut arriver à amener ces gens à répondre de leurs actes. Par d'autres chefs de guerre qui ont fait pareil. Absolument, absolument. Je pense que on a vu dans les cas de Milosevic, il était président de la République, il s'est retrouvé à la Cour pénale internationale. Les cas sont lésions. Je sais que la soif de la justice est immédiate, urgente, mais la justice peut aussi prendre son temps avant qu'elle puisse être vraiment se réaliser. Vous êtes expert en diplomatie des droits de l'homme, on en parle, mais vous avez aussi participé activement à différentes négociations et dialogues. Je veux qu'on en parle aussi maintenant. Mais juste avant, pour terminer avec le volet des droits de l'homme, on a parlé de l'Est, on a parlé des conflits. La situation, en règle générale, des droits de l'homme, quand on se rencontre il y a 30 ans, vous étiez responsable de l'Azado, vous étiez très anti-Mobutu, où on parlait de violation des droits de l'homme politique. À ce moment-là, on ne parlait pas encore de guerre. Est-ce que de ce côté-là, le pays a évolué dans le bon sens? Je pense qu'il y a eu une régression. Une régression dans le sens que c'est vrai, dans les années 90, jusqu'à la chute de Mobutu, il y a une répression systématique des opposants politiques, de voix dissidentes. Ça, on les a enregistrés, et quelques types d'assassinats. Mais depuis que nous avons eu des éléments d'extranéité qui se sont impliqués dans le conflit, c'est là où on a vu maintenant l'ampleur de violations de droits de l'homme. N'oublie pas que lorsque il y a eu de la poursuite, et je me rappelle, c'est pour cette raison-là c'est important que je puisse le dire, en mars 97, l'Azado avait publié sous ma signature un communiqué de presse qui démontrait clairement que l'AFDL était responsable des massacres des civils Hutus à l'Est. Mais bien sûr, la réponse du Rwanda et des autres, c'était que c'était des génocidaires, mais on ne pouvait pas. Est-ce que les enfants qui ont été tués étaient des génocidaires? Ça, c'est toutes les questions de droits de l'homme. Je peux dire aujourd'hui que nous avons à peu près, bon, je peux pas dire avec certitude les chiffres exacts, mais on parle de 7 millions à 10 millions de morts. Et je pense que c'est pire que... C'est pire aujourd'hui qu'il y a. Ça, c'est pour le volet Est. Mais pour le volet politique, Kinshasa, politique strictement. Bon, je pense que sur le plan politique, il y a eu des améliorations. C'est en dents de scie. Il y a la répression politique existait toujours, mais elle n'est pas, comme aujourd'hui, elle n'est pas aussi majeure telle que il y a 18 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, ainsi de suite. On a vu, par exemple, en 2016-17, les attaques contre les églises catholiques, etc. Il y a eu la poursuite des voix dissidentes. Il y a eu la question de Boudoudia Congo, etc. Ce que nous ne pouvons pas trouver aujourd'hui, même si on déplore des arrestations de quelques journalistes, etc. Mais ce n'est pas à grande échelle comme par le passé. Parlons maintenant résolution des conflits. Vous étiez responsable des droits de l'homme de l'ONU, directeur pays, on dira, en Côte d'Ivoire, lorsque Laurent Gbagbo tombe. Ils savent que je sais tout.
Un livre récemment a déclaré ouvertement que tout cela n'était que rupie de Sansonnet, comme disent les Picards. Entendez, on a instrumentalisé la justice internationale et l'opinion pour défenestrer un président élu. Comment est-ce que vous avez, vous, à l'époque, vécu ces faits? Comment a-t-il été possible de passer d'une Côte d'Ivoire en guerre civile à la Côte d'Ivoire qu'on a aujourd'hui? Ça dépend de l'interprétation qu'on veut donner à ces conflits, qui étaient un conflit majeur en Côte d'Ivoire, et le rôle positif que les Nations Unies ont joué, et le rôle aussi des droits de l'homme. En ce moment-là, nous étions dans une situation de guerre civile, avec des milices armées, des personnes ciblées en raison de leur appartenance à un groupe ethnique bien déterminé, en raison de leur intelligence avec l'ennemi, etc. Donc on était dans cette situation-là. Et notre rôle des Nations Unies était vraiment d'aider à créer un environnement propice pour la paix. C'est pour cette raison-là que dès le début de la crise, les Nations Unies ont aidé la Côte d'Ivoire à aller vers un accord qui devait aboutir à l'organisation des élections. Mais ces élections ont eu lieu. Les élections ont eu lieu. Ce sont ces élections qui ont exacerbé la crise. Oui, ça a exacerbé la crise. Les élections ont eu lieu. Le président Ouattara a été proclamé président. Et c'est cela qui a conduit à cette guerre civile. Et notre rôle, notre rôle était justement de documenter tous les faits qui pouvaient être... Et tout a été documenté. Et tout a été Tout a servi à quoi dans la négociation? Je pense que d'abord, à la fin, il y a eu l'arrestation du président Gbagbo. Le fait que nous avons, en tant que Nations Unies, collecté, ont servi à la justice nationale. Mais vous savez que les rapports des droits de l'homme, le processus des droits de l'homme n'est pas un processus juridictionnel. Donc il appartient à la justice de faire son travail. Mais la justice internationale aussi enquête, se réfère à plusieurs autres rapports. Mais a dit Gbagbo innocent. Oui, mais ça c'est la réponse judiciaire, mais ça n'enlève en rien sur la crédibilité des faits tels que ces faits ont été collectés. Vous voyez, des erreurs procédurales, par exemple, des faux témoins qui ont été amenés, etc., peuvent arriver à pousser la justice à dire que non, les faits ne sont pas établis. Oui, mais en Côte d'Ivoire, négociation il y a eu pour que ça se calme, négociation il y a eu pour qu'on aille aux élections, peut-être après les élections. Les négociations là-bas ont échoué, c'est la guerre qui l'a emporté. Non, je ne pense pas que les négociations ont échoué, parce que il y a eu des progrès énormes. D'abord, le pays était divisé en deux. Le rôle que les Nations Unies avaient fait, c'était d'abord de réunifier les pays. On a vu les rebelles dirigés par Guillaume Soro qui ont rejoint le gouvernement d'unité nationale. Les personnes pouvaient voyager au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ainsi de suite. Les conflits intercommunautaires qui étaient politiquement motivés avaient effectivement baissé. Le nombre de violations de droits de l'homme aussi avait effectivement baissé. Et nous avons participé, aidé à créer un environnement approprié, propice pour la tenue des élections. Mais cependant, lorsque les partis ne reconnaissent pas les résultats des élections, ça c'est notre paire de manches. Mais vous avez été aidé quand même par le fait que, Ouattara et Soro étaient déjà plus ou moins sur la même ligne contre Gbagbo, et que c'est eux qui ont gagné cette guerre. Des négociations dans le sens, puisqu'on parle de la République démocratique du Congo, d'un pays où personne n'a gagné la guerre, n'aurait pas eu le même effet que celui de la Côte d'Ivoire, où le gagnant était clairement reconnu et installé. Mais vous savez quand même qu'à la suite de cette situation, il y avait une commission d'enquête internationale qui a été mise en place et qui a sorti son rapport. Il y a une commission nationale
établi par la Côte d'Ivoire qui a fait son rapport, et il était clairement établi que les deux côtés, les deux belligérants étaient responsables des violations des droits de l'homme. Ce qui explique pourquoi la Cour pénale internationale avait commencé les enquêtes, on a jugé Gbagbo et les autres, mais on attend que les autres puissent être jugés. On attend jusque maintenant. Mais ça, c'est de la responsabilité de la Cour pénale internationale. On a jugé le plus faible et le plus fort et je ne pense pas que ça reste soit en fonction. une affaire de plus faible ou de plus fort. L'essentiel, c'est que cette justice internationale qui a été rendue a permis un retour à la paix durable en Côte d'Ivoire. Et vous voyez aujourd'hui, quand vous allez à la Côte d'Ivoire, vous voyez que l'environnement, il y a un environnement propice qui a été créé pour la paix, pour le développement. On va parler négociation. Vous avez vécu Guinée-Bissau Kumbayala. Vous avez vécu Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vous avez vécu Ibeka et Banda au Mali. Vous avez tout à l'heure parlé de justice. Bon, on ne peut pas encore parler du Mali parce que le Mali, c'est en cours. Et ça ne s'est pas forcément bien passé pour vous. On ne va pas revenir sur cette histoire. Mais selon vous, ce qui manque aux négociations en RDC, c'est uniquement la justice ? Comme je vous l'ai dit au début, j'ai passé en revue, je fais une petite analyse rapide des différents accords de paix. Et les différents accords de paix essayent de ne pas mettre l'accent, par exemple, sur la justice. Ils mettent l'accent sur le cessez-le-feu. Et d'ailleurs, tout le processus par le cessez-le-feu, etc. Mais les questions légales, les questions des victimes ne sont pas vraiment prises en compte. Et ça, c'est la faiblesse. Vous savez, la spoliation des ressources naturelles d'un pays qui affecte plus de 100 millions d'habitants, le développement de 100 millions d'habitants peut être considéré comme un crime imprescriptible. Vous voyez ? Et c'est là où je me demande pourquoi l'État congolais n'établit pas une infraction au niveau national, au regard de la législation congolaise, que la spoliation des biens, des ressources naturelles qui affectent les Congolais, le développement du Congo, peut être considéré comme un crime imprescriptible. Ça, c'est important. Deuxièmement, je n'ai pas vu qu'on a jugé les éléments venant de l'extérieur de ces conflits au Congo. Alors que, venant de l'extérieur, quels éléments ? Vous savez quand même qu'il y a eu des armées étrangères qui ont commis des crimes chez nous. Qui devait les juger ? Le Congo ? Mais les Congos peuvent les juger. Les Congos peuvent les juger parce que ils ont commis des infractions. Il y a eu à la CIJ la condamnation de l'Ouganda pour ça, sa guerre contre le Rwanda. Oui, ça c'est... Mais comment voulez-vous que le Congo, qui n'arrive déjà pas à juger ses seigneurs de guerre au pouvoir ou à l'opposition ? Vous pouvez ouvrir une enquête judiciaire. Et le temps d'enquête peut durer. Mais l'essentiel, c'est d'ouvrir une enquête judiciaire. Les crimes dont on parle, par exemple à Kisangani ou à l'est du pays, ont été commis dans quel pays ? En République démocratique du Congo. Donc, ils ont été commis dans un pays qui a sa justice. Il faut que la justice soit dite, la justice soit faite. Mais lorsque, dans la même situation, où les belligérants ont commis le même crime, vous décidez de juger seulement les Congolais et vous laissez les éléments externes impunis, ça pose un problème. Je pense que ça, c'est vraiment une lacune. Dans le cas de la République centrafricaine, la République centrafricaine a créé une cour spéciale. Une cour spéciale avec de personnels judiciaires aussi externes. Nous avons d'ailleurs un compatriote qui est là, qui est procureur de cette cour-là. Et je pense que c'est important de pouvoir arriver à cela. Malheureusement, notre classe politique, elle est intéressée seulement au partage du pouvoir. Vous voyez ? Et donc, une fois que l'accord est signé, vous allez voir, c'est le partage du pouvoir, c'est l'importance, le poids politique d'un parti politique, d'une coalition, etc., pour faire partie du gouvernement, et ils vont mettre de côté les questions essentielles qui sont le respect des droits de l'homme. Vous voyez, il en a la même chose sur les cas de corruption.
les cas de corruption, il y a énormément des allégations de corruption. C'est là où la justice fait son travail. Et la spoliation dans notre pays est intimement liée à la corruption, intimement liée au crime ignoble que nous connaissons. Il faut que la justice de notre pays puisse déclencher des poursuites judiciaires sans égard à la nationalité des personnes, des combattants, etc. D'ailleurs, vous savez que la nature juridique de notre conflit, c'est que c'est un conflit hybride. C'est un conflit hybride dans la mesure où c'est un conflit armé non international et ce conflit armé non international est régi par le droit international humanitaire et notamment l'article 3 commun aux conventions de Genève ainsi que les protocoles de 97 et les droits coutumiers, etc. Dans ce sens-là, on peut effectivement juger. Mais toutefois, en raison de l'implication des armées étrangères, notamment le Rwanda, certains aspects de cela peuvent être considérés comme un conflit armé international. Et je pense que ça c'est important. Il appartient à nos juristes, n'est-ce pas, et à nos juges d'être formés pour voir à quel moment, surtout au niveau de l'Est, quel est le régime juridique qu'il faut appliquer pour des cas spécifiques. Et dans les cas de l'Est, ce sont les deux régimes juridiques qui doivent s'appliquer. Donc la justice doit absolument passer, c'est Bon, la justice au Congo aujourd'hui, on dit ce qu'on en dit, il y a eu ces états généraux, elle semble très malade, toujours très malade. Cette justice, le déploiement de cette seule justice suffirait selon vous à combler toutes les lacunes qu'il y a eu depuis 30 ans? Non, ça ne suffit pas, parce qu'il y a une réponse judiciaire. Il y a aussi une réponse non judiciaire, parce que, bon, il y a eu des crimes qui ont été effectivement commis par avec l'implication d'États étrangers, je l'ai dit, avec des éléments qui sont venus de l'extérieur. Et en ce moment-là, quand on était à l'Azado, on les appelait des armées sans frontières. Je me rappelle, dans le rapport de l'Azado, on avait écrit des armées sans frontières qui ont traversé, etc. Ils traversent, ils commettent des crimes, ils s'en vont, il n'y a pas de justice. N'oublie pas que dans les cas de notre pays, lorsqu'il y a un conflit, ces conflits aussi aboutissent à des conflits intercommunautaires où les gens s'entretuent, il y a la haine, etc. Donc, si vous condamnez ces gens et que vous ne créez pas les conditions pour le vivre ensemble, pour la paix, la réponse ne sera pas vraiment complétée. C'est pourquoi j'insiste sur cette question de l'articulation des mécanismes judiciaires et non judiciaires, ce que nous appelons promouvoir la justice transitionnelle. Je sais qu'il y a eu ici un projet pour que nous puissions aller vers la justice transitionnelle, mais la justice transitionnelle, elle ne se décrète pas. Elle doit être l'expression d'une consultation qui est menée. Ce n'est pas le président de la République ou le ministre de la Justice ou le Premier ministre qui décide que nous pouvons aller vers une justice traditionnelle. Il faut que ça soit... il faut une appropriation, il faut une légitimité, il faut que ça soit l'expression vraiment de nos populations. Il faut que les Congolais en aient vraiment envie. Absolument. Mais ces négociations, ces décisions doivent être prises par les politiques et souvent les acteurs de ces crises. Notre invité avant vous, ici, en face à face, était un mathématicien selon qui tout ce qui se fait au Congo doit être dépassionné, doit être mis ou conçu de manière objective. Est-ce que vous pensez que, comme les précédents accords, comme les précédents arrangements, celui qui va bientôt venir, puisqu'on en parle, ne sera encore que vœu pieux si justice il n'y a pas? Parce que justice il n'y aura pas. Et j'ai tout à l'heure utilisé une expression spécifique en disant que la paix durable au Congo est insaisissable. C'est lié à plusieurs facteurs. Il y a c'est l'exploitation des ressources naturelles qui est la base de cela. Il y a aussi le fait que les questions des droits de l'homme, les questions de la primauté du droit, les questions fondamentales sont mises de côté
au profit du partage du pouvoir. Je pense qu'il faut voir les choses différemment ici, que le futur accord ne puisse pas être la répétition des accords dont on connaît les limites et les limitations. Il ne faudra pas que ça puisse donner l'impression du déjà vécu. Il ne faut pas que ça nous pousse, par exemple, à dire que bon, c'est les mêmes acteurs. Vous voyez, c'est pas seulement au niveau militaire, hein, mais si vous regardez depuis Lusaka, même au niveau politique. Au niveau politique, ce sont les mêmes acteurs, tu vois. Donc nous avons les crimes qui se commettent depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, avec comme responsable pratiquement les mêmes acteurs. Là, ça pose un sérieux problème, puisque on n'a pas fait justement la justice, parce que si la justice devait être vraiment exécutée de façon crédible, certaines personnes ne pouvaient même pas se retrouver à occuper le poste de responsabilité au niveau de l'État. Mais hier, les médiateurs étaient d'anciens chefs d'État, des personnes ou des personnalités africaines. Aujourd'hui, on cherche des solutions africaines à l'Afrique, mais ce sont des chefs d'État qui s'impliquent. Alors, est-ce que cette justice, eux, ils pourraient la faire valoir? Le fait que ce soit des étrangers pourrait donner des solutions plus objectives, dans le sens où on ne prendra pas vraiment en compte ou particulièrement en compte ces acteurs à protéger. Est-ce que le fait que ce soit des solutions à chercher par des chefs d'État n'est pas un gage ou une assurance que ça ira mieux? Mais vous savez, il y a plusieurs approches dans la recherche des solutions, dans la facilitation du dialogue politique, mais aussi dans la signature des accords et de sa mise en œuvre des accords. Vous savez, la première approche était mettons l'accent sur une solution politique. Les droits de l'homme et les autres, on les met à tempérament. Et les autres qui disent, écoute, les deux doivent aller ensemble. Et vous allez voir que les premiers accords dans les années 90, en Sierra Leone et ailleurs, mettaient l'accent seulement sur la cessation des hostilités. Vous voyez? Et lorsque on a intégré les droits de l'homme, et ça, justement, le rôle de la présence des droits de l'homme, et ça a été notre rôle, de nous assurer que tout accord politique de paix qui doit être signé, il doit contenir les éléments essentiels sur lesquels un accord ne peut pas être légitime et crédible. Un accord ne peut pas être basé sur l'impunité. Voyez, un accord ne peut pas être le fruit d'un partage de pouvoir entre les belligérants, quelle que soit leur responsabilité en termes de la commission des crimes internationaux. C'est pour cette raison-là qu'il est essentiel que lorsque les États, dans le cas de notre pays, il est important qu'il y ait des spécialistes du droit pénal international dans les différentes délégations du gouvernement, des spécialistes des droits de l'homme, s'assurer que les principes des droits de l'homme, de la primauté du droit, l'imprescriptibilité des violations des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, soient mentionnés dans cet accord, mais aussi la question des victimes. Parce que, les victimes sont sacrifiées dans cet hôtel-là, et qu'on doit s'assurer qu'au terme de cet accord-là, les personnes qui ont été reconnues responsables ou qui ont fait l'objet des sanctions, et je vous ai dit que quand vous faites l'analyse de toutes ces personnalités, vous allez voir qu'ils ont fait l'objet des sanctions par les Nations Unies, des sanctions sur le plan bilatéral, aussi des poursuites, même sur le plan national, mais malheureusement, au terme d'un accord, on le retrouve dans le partage équilibré du pouvoir. Équitable du pouvoir. Vous dites qu'il est impératif que tout cela soit mentionné et respecté. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que ce soit des chefs d'État médiateurs donne plus de chances à ce que cela le soit? Non, je pense que le problème, ce n'est pas en termes de négociateurs, en chef, la qualité du chef d'État ou pas,
Mais vous savez, on tient compte du contexte. Lorsque un accord doit être négocié, il faut tenir compte du contexte général. Et un ancien chef de l'État a plus de facilité de parler à un chef d'État ou à un chef de guerre que de demander à un membre de la société civile de venir, etc. Donc c'est quand même ça. Mais un chef d'État a aussi autant de facilité qu'un ancien chef d'État. Oui, oui. Ça aide dans notre culture. Maintenant, c'est comment on utilise cet aspect culturel pour faire avancer le processus de paix. Est-ce que les chefs d'État qui sont impliqués, c'est pour protéger leurs homologues, ou bien protéger leurs poulains, etc. C'est là toute la question. Parce que lorsque l'accord est là pour protéger, on a vu dans certaines situations, le médiateur était justement en train de favoriser une des parties au conflit parce qu'il était très proche, etc., en disant que voilà, nous allons trouver une solution politique, ainsi de suite. Et l'essentiel pour nous, c'est d'abord, parce que lorsqu'il y a la facilitation dans l'accord, mais il y a aussi la mise en œuvre des mécanismes de suivi de cet accord. Les mécanismes de suivi de cet accord qui garantissent cela, ça peut être un mécanisme international, ça peut être un mécanisme national, ça dépend de cela. Et la crédibilité, c'est que c'est un accompagnement international. Vous avez eu dans les cas ici la CIAT, le Comité international de l'accompagnement de la transition, qui était là et qui a fait... Avec des ambassadeurs, au niveau des ambassadeurs. Mais ça ne pose pas de problème parce que ça démontre l'engagement de la communauté internationale d'accompagner ces processus. Aujourd'hui, le président angolais dit « je me dessaisis ». Est-ce que c'est de bon augure pour protocole de Luanda et protocole de Nairobi? Bon, d'abord, le président de Luanda, il est aujourd'hui président en exercice de l'Union africaine. Donc, il a plus de responsabilités au niveau continental parce qu'il n'a qu'une année de mandat. Il y a à peu près 28 conflits en Afrique, donc il n'y a pas seulement en RDC. Et je pense que c'est normal, c'est lourd les dossiers du Congo, c'est normal qu'ils puissent prendre cette décision-là. Je ne vois pas vraiment un problème. Le problème pour nous, c'est le choix du futur facilitateur. Qui doit-il être? Médiateur. Vous qui êtes habitué aux grandes négociations, qui doit-il être? On parle de l'ancien président du Kenya qui était déjà sur Nairobi. Est-ce que ça doit être aussi un chef d'État, comme la présidence angolaise le dit, ou un ancien chef d'État? Bon, je pense que ça dépend, parce que le choix des médiateurs, ça doit être accepté par les parties au conflit. Donc, on ne peut pas éventuellement imposer, à moins que ça soit à l'implication des Nations Unies, parce que les Nations Unies, c'est un organe multilatéral, donc je pense que ça, à ces niveaux-là, ça peut être une bonne chose. Et il est important, et je crois que j'en ai parlé à certains amis, je dis, il est important qu'on favorise l'implication des Nations Unies dans l'accompagnement de ces processus, parce que n'oublie pas que le conflit au Congo, c'est une menace à la paix et à la sécurité internationale. Donc, laisser la responsabilité seulement aux organes régionaux qui doivent rendre compte au Conseil de sécurité, bien sûr, mais je pense qu'entre les deux, comme on l'a fait par le passé, trouver un mécanisme mixte. Il y a l'accompagnement des Nations Unies dans ces processus qui peuvent conseiller à bon escient sur certaines questions et donner la primeur à l'Afrique. Mais toutes les initiatives de paix, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, international ou bilatéral, doivent être saluées. Parce qu'on ne sait pas d'où... y compris Doha, la solution africaine aux problèmes africains. Bon, je pense que Doha, c'est une initiative de paix qui doit être saluée parce que ça permet quand même un début de les Africains ne peuvent pas résoudre les problèmes de leur continent seul. Oui, absolument. Je pense que ça dépend. On ne peut pas toujours dire qu'aux solutions africaines, aux problèmes africains, des solutions africaines. Ça, c'est un principe. Mais ces solutions africaines ont un impact sur le plan international, sur le plan régional. Donc, c'est pour cette raison-là que moi, je considère que l'initiative de la CENCO, c'est une très, très bonne initiative. Parce que cette initiative a la particularité de ne pas remettre en question l'ordre constitutionnel. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. Deuxièmement,
c'est au niveau national. Donc, il y aura une appropriation, effectivement, nationale. Je sais qu'il y a des critiques sur cet exercice mené par les évêques, mais je pense que ça sera essentiel que par SCC et Synco, ça serait une bonne chose que nous puissions aussi avoir laissé cette initiative prospérer. Les crises de 30 ans ont leur source en République démocratique du Congo. Ça, c'est la thèse de Paul Kagame. Mais Paul Kagame, ses troupes sont en République démocratique du Congo. Les solutions entre Congolais vont les faire sortir comme ça, par un coup de baguette magique? C'est pourquoi je dis dès le début, la nature juridique du conflit en République démocratique du Congo. C'est un conflit armé non international parce qu'il y a effectivement l'implication des groupes armés nationaux avec nos troupes, mais en même temps aussi un conflit armé international avec l'implication du Rwanda. Et ce qui explique qu'on a le processus de Nairobi et qu'on a le processus aujourd'hui de Luanda. Donc c'est important que nous puissions, dans ces cas d'espèce, trouver ce que nous pouvons aider dans ces des processus. Et c'est une bonne chose parce que la solution nationale ne résoudra pas tant qu'il n'y a pas aussi un accord avec le Rwanda.